Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière? Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié? Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole aux papas, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de 2 formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés? Bienvenue dans mon podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cyrus. Bonjour Clarisse. Merci beaucoup de ta présence ce matin dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter s'il te plaît? Je suis Cyrus Farangui, j'ai 40 ans. J'exerce le métier de consultant spécialisé sur les sujets de transition écologique et sociale. Je travaille sur des études et des réflexions auprès de clients publics et privés sur ces sujets qui m'habitent régulièrement depuis 20 ans, voire quotidiennement. En parallèle, je suis aussi enseignant sur ces sujets, donc enseignant vacataire, et j'anime un post LinkedIn, une chaîne YouTube et un podcast. Je donne des conférences aussi sur les enjeux écologiques de notre temps. D'accord. Cyrus, quelle place occupe la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle dans les enjeux de transition écologique et sociale que tu portes? Oui, c'est une place prépondérante. Je veux dire, déjà, ça me paraît pas soutenable environnementalement et socialement de travailler 80 heures, 100 heures par semaine, ni même 60 heures. Depuis le début de ma carrière, il y a une vingtaine d'années, j'ai toujours cherché à m'organiser en termes d'équilibre. J'ai plutôt tendance à noter que ceux qui, notamment dans les milieux de cadres dans lesquels nous sommes, ceux qui cherchent vraiment cet équilibre, généralement y arrivent. On peut avoir des semaines, des mois ou même une année entière très très chargée où vraiment on est débordé. Mais à un moment, on a quand même généralement le choix de s'en extraire. Sauf à s'être endetté jusqu'au cou et qu'on s'oblige à rester dans ce même job à tout jamais, à gagner je ne sais pas combien pour toujours, mais c'est des cas quand même généralement assez rares, et même ça peut être généralement évité. Donc lorsqu'on cherche à maintenir un équilibre, donc de l'ordre de 40 heures par semaine de travail, ce qui laisse largement le temps nécessaire pour s'occuper de sa famille, on y arrive, et je constate aussi qu'inversement, c'est toujours les mêmes qui ont un équilibre et toujours les mêmes qui, année après année, pendant 10, 20, 30 ans, sont toujours sous l'eau. Donc c'est quand même, selon moi, quand même, en grande partie une question de choix personnel, notamment à nouveau dans des milieux de cadre où on a quand même un peu le choix de composer sa vie professionnelle. Donc moi, non, voilà, je travaille plutôt de l'ordre de 40, peut-être 50 heures, certaines semaines où c'est très chargé. Et aussi, je prends quand même, alors j'ai la chance d'être aussi travailleur indépendant, consultant indépendant depuis 7 ans, ce qui me donne encore plus de liberté déjà pour exercer différents métiers, pas que celui de consultant. Et surtout, les étés, je prends pas mal de vacances, où là, je coupe quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est d'ailleurs le temps dont je profite pour passer beaucoup de temps avec les enfants, particulièrement à ce moment-là. D'accord. Justement, combien d'enfants as-tu? Oui, 2 qui ont 8 et 10 ans, un grand garçon et une petite fille qui sont assez différents. Voilà, un garçon qui est plutôt porté sur la consommation et une fille qui est plutôt minimaliste. Donc mon garçon s'intéresse aux marques, voilà, envisage beaucoup de choses, d'acheter plein de trucs, et ma fille a besoin de rien, et lorsque son anniversaire s'approche, elle est presque en larmes. Ouais, j'ai besoin de rien, je pense à rien, je pense à aucun cadeau. Je dis, écoute, tant mieux, t'as besoin de rien pour être heureuse, tant mieux. Donc bon, les deux sont élevés dans le même environnement, et voilà, donc je pense pas que ce soit génétique d'être plutôt consumériste ou plutôt minimaliste, mais donc bon, je pense l'influence des copains et peut-être la nature, j'en sais rien. Je l'explique pas, mais c'est assez drôle. Cyrus, quand t'es-tu senti devenir père? Ça a été plutôt progressif, même si dès les premiers mois, quand j'ai eu le premier garçon, au milieu de la nuit où il nous a réveillés, il fallait le changer, et je vais le dire de manière détournée, il a tapissé toute la salle de bain, y compris mon t-shirt, voilà, de matière fécale. Là, je dis, ça y est, là je suis dedans, je suis baptisé.
Et puis, lorsque la petite est née aussi, les deux étaient quand même en bas âge. Il y a eu un peu ces moments où les deux en même temps pleuraient, les deux en même temps avaient besoin d'être changés, les deux en même temps avaient faim. Bon, bref, les deux criaient en même temps. Je sentais être débordé, sans être stressé, mais j'ai fait un pas de côté. Je me suis dit, ok, bon, là, je suis vraiment papa quand même. Les deux sont nés quand tu étais déjà entrepreneur. Et comment as-tu trouvé ton chemin de père entrepreneur, justement? Non, alors, j'étais salarié au début. Mm. J'ai lancé ma petite activité indépendante il y a 7 ans, donc les deux étaient déjà nés. Donc, c'était quand même un peu un risque, même si je me disais, bon, si ça marche pas, je retourne dans une boîte, hein, y a pas de... voilà, c'est un risque que je pouvais me permettre de prendre. Et puis, quand même fait aussi pas mal d'efforts au début pour faire rentrer des missions. Enfin, oui, au début, j'étais quand même bien occupé. Sans que ça nuise à la vie de famille non plus, parce que bon, je me lançais pas non plus complètement dans le vide. Je savais que j'aurais de l'activité sans non plus trimer. Enfin voilà. Et puis quand même, à la journée travaillée facturable lorsqu'on est consultant indépendant, normalement il reste plus d'argent dans la poche qu'une journée travaillée dans le salariat. Surtout à l'époque, moi j'étais manager chez Ernst Young, donc Mm. on va dire bien payé, c'est pas le. Mais quand même, à la journée travaillée, il reste moins dans ma poche qu'une journée travaillée et facturable, c'est Mm. la même chose, travaillée et facturable quand on est consultant indépendant. Donc bon, je passais quand même pas mal de jours de travail à vendre des missions pour que j'ai des jours facturables. Mais l'équilibre est venu assez vite en fait. Voilà. Ça peut être difficile le travail indépendant. Moi, la première année, ça s'est bien passé. Et depuis 7 ans, j'ai eu deux traversées du désert de quelques mois, 100 jours facturables. Mais voilà, ça se rattrape, c'est juste quelques jours. Et au final, pour que mes enfants mangent, pour subvenir à nos besoins, j'ai pas besoin de tant de journées facturables que ça dans l'année. Bon, je me suis aussi organisé depuis le début pour éviter trop de dépenses, on va dire, évitables qui par la suite deviennent des dépenses contraintes. Donc je me suis organisé depuis le début pour éviter d'être dépendant à la voiture. Ce n'est pas possible pour tous les Français, Mm. mais lorsque c'est possible de s'en passer, certains quand même s'encombrent d'une voiture. Voilà. Pas de bateau, pas de résidence secondaire, voilà. Enfin plein de choses comme ça où j'ai voilà, évité de limiter mes dépenses. Mm. Voilà. Des vacances pas très chères. Des choses comme ça. Bon. Donc ça, je pense que ça compte aussi Mm. euh, dans l'équilibre de ce qu'on s'impose comme dépense. Mm. Concrètement, Cyrus, comment as-tu pris ta place de père? Oui, je pense les papas gaga comme d'autres hein, dans la vie moderne. Euh, bon, moi, mon père travaillait pas mal en semaine, mais passait beaucoup de temps avec mon frère et moi les week-ends. Euh, donc voilà, je pense, alors, et moi en semaine, j'avais le temps. Donc j'emmène les enfants à l'école le matin, c'est ma femme qui va les chercher l'après-midi. Enfin voilà, on a pu s'organiser comme ça. On a pu en fait, se passer de nounou à partir du CP aussi, hein, enfin un peu progressivement. Mes parents aident beaucoup aussi, ils habitent à 10 minutes. Alors voilà, c'est une chance que d'autres n'ont pas. Et ils ont un rôle assez important, eux aussi, dans l'éducation des enfants à leur manière. Les deux, parfois j'ai l'impression qu'on les élève en fait, à 5, donc mes parents aussi, et la maman de ma femme, enfin on est tous les 5 très impliqués. Mm. Voilà, donc c'est une communauté familiale assez active. Moi, ma place dans tout ça, voilà, déjà être présent lorsque ma femme rentre et les amène à 18 h. Parfois, j'ai pas tout à fait fini de travailler, j'ai encore une réunion et les enfants entrent en hurlant. J'ai quand même pas mal de journées de télétravail hein, aussi. Mm. Donc, mon bureau, c'est chez moi, voilà, principalement. Mm. Donc ça c'est pas toujours facile, mais bon, j'arrive à quand même comprimer mes journées pour être à peu près présent au moment du dîner. Ce que je trouve pas facile, c'est bon entre les goûts des enfants qui aiment pas forcément tous les ingrédients et moi mes talents limités de cuisinier, c'est leur préparer quand même un bon repas un peu intéressant tous les soirs. Ça finit un peu quand même voilà, aux crudités et aux pâtes nature avec un peu de fromage quoi. C'est très 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 basique, donc c'est sain. Mais et ma femme et moi, on trouve que voilà, faire des vrais repas un peu élaborés, Mm. on sait faire des choses, des plats et tout, mais les enfants aiment pas tout. Je trouve que ça, c'est pas évident les repas.
du soir. C'est un peu, voilà, mange sain, mais c'est un peu rapide et très simple et voilà, un peu bref. Par contre, après le repas, c'est des moments très agréables. Je sais pas, moi, j'ai envie de transmettre des choses hein, sur l'écologie, sur l'anglais. Je trouve que c'est très important de parler anglais. Là, en ce moment, je fais pas mal de, enfin, je fais de l'anglais avec ma fille, que ça intéresse. Ouais, presque tous les soirs, on fait un bout d'anglais, et puis elle fait des progrès, donc ça, je trouve ça sympa. Quoi d'autre? Le sport, beaucoup. Enfin, je transmets beaucoup de sport. Je suis assez sportif et je fais beaucoup de sport avec les enfants. Je les emmène courir, je les emmène faire du vélo. On fait du foot, tout ce qu'ils veulent. Aussi des sorties, des spectacles, voilà, concerts, matchs de sport. Enfin, on s'est pris de passion pour le volley féminin du club de notre quartier à Paris. Voilà. Donc voilà, c'est une petite activité qu'on fait en famille. Bon, on s'est intéressé au volley, au basket. Voilà, beaucoup de sport quand même, ça nous anime. La musique, enfin voilà, je pense que c'est intéressant juste de multiplier les activités avec les enfants, hein, tout simplement, et évidemment contribuer aussi aux tâches de la maison, ce qui est un sujet, je pense, pour tout couple, tout couple de parents, voilà. Oui, c'est vrai que les activités extrascolaires des enfants occupent beaucoup de place dans les responsabilités familiales au quotidien. Donc, je comprends que c'est plutôt toi qui t'organise pour les accompagner, pour les sorties, ou ça dépend de la Non, c'est disponibilité du partagé, papa. non, c'est assez partagé. Ce qui est peut-être moins bien partagé, c'est injuste, c'est la fameuse charge mentale de penser au dossier d'école, de penser à ceci, cela. Oui, oui, ça tombe un peu sur ma femme et j'admets ne pas forcément être exemplaire là-dessus sur l'anticipation des choses. Voilà, les inscriptions à ceci, cela. Bon, je pense que toutes les femmes connaissent. Donc autant peut-être sur les questions de ménage, de temps, on va dire, passé physiquement à s'impliquer. Ça, c'est plutôt partagé. Par contre, l'anticipation et la fameuse charge mentale, oui, ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ben, merci de souligner ce sujet. Cyrus, mais comment tu ferais toi pour mieux anticiper, Euh, idéalement, si tu avais une baguette magique? oui, oui, non, mais tu as raison. Peut-être que effectivement, pourtant, ça fait des années que on va dire, le déséquilibre persiste et que je me pose peut-être pas assez la question. Là, tu me la poses et ma réponse risque d'être pas assez convaincante. Bon, quand même, je pense qu'il y a quand même d'autres dossiers de type, je sais pas, les déclarations fiscales aussi, c'est moi qui m'en occupe. Enfin, on va dire la gestion, on va dire, type les placements, les finances de la famille. Bon, c'est quand même aussi quelque chose à anticiper. Il faut que quelqu'un prenne le chantier. Cette administration-là, ça m'incombe. C'est plutôt côté scolaire, par exemple, où voilà, les dossiers, etc., ça tombe plutôt sur ma femme. Je sais pas, en fait, c'est la question. Ouais. Une fois que quelqu'un prend le lead sur un type de chantier donné, et que cette personne anticipe systématiquement. Oui, peut-être avoir des discussions sur des chantiers que je devrais prendre davantage, en fait. Hein, ce genre de choses, de dire, bah ça, voilà, c'est sous ma responsabilité. Bah, par exemple, l'orthodontie, là, c'est moi qui l'ai pris. Donc, les appareils dentaires, les rendez-vous chez le dentiste, c'est quand même pas mal d'allers-retours. Hein. Là, on est à travers un chantier orthodontique assez important pour mon fils qui voilà, nécessite un certain nombre d'allers-retours, nécessite que tous les soirs je lui fasse un tour de vis sur son appareil. J'avais pas ça à mon époque. Là, donc voilà, ça je l'ai pris. Bon, c'est quand même une certaine organisation. Donc, je pense que ça rééquilibre un petit peu les choses. Donc là, par exemple, ma femme est totalement déchargée de ce chantier-là dont elle n'a pas à se préoccuper. Voilà, bon, ça rééquilibre un peu les choses. Donc, faut voir s'il y a d'autres déséquilibres qui persistent. Donc, c'est une sorte de spécialisation des tâches et c'est un petit peu ainsi que l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail par la maman. Bonne question. Bon, spécialisation, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour accompagner un enfant chez le dentiste ou pour remplir des dossiers scolaires, tout ça. Mais effectivement, c'est qui prend les chantiers. Oui, côté congé maternité et paternité, oui, les femmes en ont un plus long que les hommes. Bon, c'est un fait. En Suède, c'est équilibré, il me semble. Les deux ont un congé équivalent. Et je ne connais pas bien la règle, mais je pense qu'il en ressort que les Suédois partagent un congé Parental. paternité-maternité. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Le père et la mère partagent 16 mois de congé parental indemnisé.
Et Ouais, donc 3 réservés exclusivement au père. Sinon, il est père. mais ils peuvent en prendre 8 mois maximum chacun, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bah c'est un système assez. Bah, de toute façon, il faut s'inspirer en général des Scandinaves pour tout ce qui concerne l'égalité homme-femme, crever le plafond de verre. Enfin voilà, ils sont en avance sur nous, c'est absolument évident. Euh, bon, pour revenir, parce qu'on va pas refaire le monde maintenant, mais je pense que c'est important d'avoir des modèles aussi. Mais effectivement, bon, moi j'avais pris mes congés paternité. Je pense que depuis, les congés paternité se sont allongés. Je m'étais aussi mis à temps partiel quand même, hein, enfin peu après mon congé paternité pour le deuxième enfant, temps partiel, lorsque j'étais salarié. Ça a duré 1 an, je pense, 6 mois, 1 an, donc ça avait dégagé un peu de temps pour s'occuper de ce genre de choses et aussi un peu respirer, hein, je ne cache pas. Que dire d'autre? Non, bah, pendant le congé maternité de ma femme, bah, il y a quand même une partie pendant la grossesse, il y a quand même certaines choses dont s'occuper. Une partie pendant les premiers mois. Ouais, je sais pas quoi dire en fait sur ce point-là, parce qu'une fois qu'elle a repris le travail, on s'est organisé de la manière dont j'essaie de décrire depuis le début Mm. de cet échange. Voilà. Je me D'accord. rappelle plus bien comment ça s'est passé en fait pendant son congé maternité et ce qui l'occupait, et ce dont je m'occupais moi, mais j'imagine voilà, des rendez-vous médicaux, la PMI, tout ça, c'était plutôt elle qui s'en occupait pendant cette période-là, et puis quand même prendre un peu de repos, hein, c'est dur aussi les mois qui suivent un accouchement, voilà. Mm. Cyrus, tu peux repréciser combien de jours de congé paternité tu as pu prendre? Oh, bah, j'avais tout pris, hein, j'avais pris 10 D'accord. jours, ouais. Enfin à l'époque il me semble que c'était 10 jours. 11 jours avant Oui, la réforme. Mm. oui, j'avais tout pris, hein, Plus 3 de jours de naissance. oui, voilà, oui, bien sûr, non, j'avais tout pris. C'était un moment important. Il faut aussi un peu se reposer. Les premières nuits, voilà, faut être. C'est une nouvelle vie. Mm. Euh, donc voilà. Bon, puis j'avais repris le travail. Bah, évidemment, les enfants font pas leur nuit tout de suite, mais je me rappelle que voilà, ça me donnait de l'énergie. Mm. Quand même, le fait de m'occuper d'un enfant. Par contre, je me rappelle, oui, les premières années, le soir, je m'écroulais. Parfois, je m'endormais en leur racontant l'histoire du soir, hein. Leurs premières années, oui, je m'endormais presque en même temps qu'eux. Parfois, les week-ends, je tombais de fatigue aussi. Enfin, je faisais des siestes en même temps qu'eux, quoi. Euh, Mm. oui, je me rappelle les premières années, quand même, ça me donnait de l'énergie, mais en même temps, il y avait des moments où je m'assoupissais. Voilà. Mm. Et comment décrirais-tu ces moments de congé paternité avec les enfants? Oh, bah, découvre complètement une nouvelle vie. Bah, il y a ce petit être avec des besoins purement biologiques qui ne voit rien, ne comprend rien. Voilà. Euh, bon, je trouvais que c'était plutôt facile pour ma part, cette période-là. Euh, je porte les enfants partout. Voilà, ils ont des besoins assez primaires, faciles à identifier. Voilà, soit ils ont fait caca, soit ils ont faim, soit j'en sens. Bon, bref, soit ils ont mal au ventre. Voilà, on avait la chance de ne pas avoir des enfants trop malades. On a eu une bronchiolite de mon fils les premiers mois. Voilà, on l'a emmené à l'hôpital pour qu'il passe ce moment dans la douceur, on va dire, et sous surveillance. Euh, mais bon, pas de difficulté. Non, c'était plutôt apaisant, hein, je trouvais ces moments-là. Bon, c'est par la suite, lorsqu'il s'affirme, je pense, où là, faut débattre. Faut débattre de beaucoup de choses, argumenter. Bon, c'est là que je trouve ça plus compliqué que les premiers mois où, bon, c'est des bébés, quoi. Enfin, c'est des nourrissons. Ouais. Cyrus, s'il te plaît, un petit retour sur la période Covid. Avec du recul, penses-tu qu'elle a eu un impact dans l'organisation familiale? Non, et j'aurais espéré que ça ait un impact, qu'on se découvre des choses. Par exemple, que je me découvre une vocation d'enseignant de petits-enfants, ou que je me découvre une vocation d'éduquer les enfants à la maison, ou que ça fasse plaisir. Bah, ce n'est pas venu. Enfin, ça ne s'est pas. Je sais pas, c'était pas des moments de plaisir. C'était dur de suivre l'école avec eux. Voilà, c'était pas des moments de plaisir, très honnêtement. En termes de cuisine, il n'y a pas grand-chose qui nous est venu à ce moment-là non plus. Euh, donc non, chacun faisait un petit peu, bon, un peu sa petite vie, voilà, on poursuivait. On a évité trop d'écrans, ça allait. On faisait des balades, voilà.
Pour moi, c'était des moments où j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans cette période-là à m'intéresser au sort du monde, suivre les nouvelles. Voilà, est-ce que le système allait s'écrouler, s'effriter, repartir comme avant? Enfin, je suivais beaucoup l'actu, l'info. J'étais très accaparé par ça, plus que par les impacts que ça puisse avoir sur la vie de famille. Ça n'a pas eu inversement, ça n'a pas eu d'impact forcément négatif non plus. Je veux dire, on s'est pas, voilà, on s'est pas trop chamaillé. Je pense que ça a eu malheureusement pour d'autres ménages des impacts difficiles, notamment lorsqu'on est dans un petit appartement. Bon, nous on est dans un appartement, on a 100 mètres carrés. Je pense que d'autres ont des maisons, des jardins pour qui ça a été plus facile, mais d'autres ont eu avec des cas pour qui c'était beaucoup plus difficile, je pense. Hein. Ça compte. Non, nous je dirais limite effet neutre et par la suite on a un peu repris sur le plan familial. Plutôt nos petites vies. Hein. Alors je disais, il m'est pas venu une vocation entre guillemets d'enseignant, mais par la suite, là, comme je donnais l'exemple de l'anglais, c'est avec plaisir que je le fais. Quand il y a une volonté de l'enfant, moi je suis tout à fait prêt à transmettre tout ce que je peux. Tout à fait. Hein. Il faut qu'il y ait une volonté quand même de leur part. Moi je ne peux pas forcer à s'intéresser à ceci, cela. Hein. Ça m'est difficile. Je ne pense pas avoir l'autorité pour faire ça. Voilà, faut que ça vienne d'eux. Quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de tes 2 enfants? Comment dire, attiser leur curiosité, leur ouverture sur le monde, l'intérêt pour la science, pour moi, c'est quelque chose d'important, l'esprit critique, l'intérêt pour l'écologie, voilà. Je ne vais pas les diriger particulièrement dans une voie, même si je leur dis, évidemment, si un jour vous voulez devenir agronome ou hydrologue ou quoi, et pas consultant comme papa, ou même, je sais pas, travailleur du bâtiment, menuisier, enfin des métiers manuels, que sais-je, enfin quelque chose qui soit un peu dans le concret pour traiter les enjeux environnementaux. Papa est tout à fait là pour vous aider, je connais du monde, je peux vous aider à vous orienter dans la voie qui vous intéressera si vous voulez travailler dans les métiers de l'environnement, mais sans pression, parce que bon, je pense que ça sert à rien, ils font de toute façon leur choix. Et s'ils font évidemment, si ils choisissent un métier totalement contraire à mes valeurs, ce serait quand même un peu compliqué, un peu dommage. Ou si politiquement ils se tournent vers on va dire la droite populiste, et les relents identitaires et xénophobes, ça me serait compliqué voilà. Je ne l'espère pas, mais voilà. Je les laisse se construire, mais bon. J'espère qu'ils n'iront pas dans des extrêmes, enfin trop éloignés de mes valeurs. Donc voilà, mais beaucoup d'autres choses aussi, mais quel autre rôle dans l'éducation? Non, mais c'est déjà pas mal ce que j'ai dit là. C'est déjà un vaste programme. Mais bon, voilà, je crois que la crise d'adolescence va arriver. Ils vont un peu partir dans tous les sens aussi, peut-être me détester. D'ailleurs, mon fils, il y a un peu des aspects comme ça, là, déjà, pré-ado. Donc, voilà, c'est un moment on va voir comment ça se passe, hein, j'ai aucune idée. Beaucoup de parents me préviennent, attention, ça va être dur, d'autres me préviennent, dire non, ça va être génial. Bon, on verra bien. Comment aiderais-tu un jeune papa à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle? Oui, alors ça m'est difficile de donner des conseils parce qu'il y a tellement de cas particuliers. Voilà, à Paris, c'est pas la même chose que dans la Creuse, voilà, dans banlieue parisienne éloignée. Donc, je sais pas, en Essonne, c'est pas la même chose qu'intramuros où je réside. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Si j'essaie de pas trop m'encombrer l'esprit sur tous les cas particuliers, etc., et malgré tout essayer de généraliser, c'est vraiment ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire vraiment, ça peut être des choses qui s'anticipent, qui s'organisent, de laisser du temps pour la famille. Alors il y a une part subie, voilà, le travail, les fins de mois à boucler, voilà, les dépenses à assurer, mais il y a quand même une marge de manœuvre, je pense, pour anticiper toutes ces choses, se rendre dépendant du moins de choses possible, être l'esprit minimaliste, dans le sens... voilà, se débarrasser le plus possible de besoins superflus ou d'envies superflues. Alors tout à l'heure, je disais que voilà, j'adore aller dans des concerts, tout ça, ça a un coût, tout ça. Et effectivement, si je ne devais plus avoir les moyens d'y aller, ce serait quand même
une tristesse, une certaine tristesse. Donc voilà, d'où l'idée c'est difficile à généraliser. Je sais que beaucoup de papas, beaucoup de ménages ont des difficultés déjà à assurer leurs dépenses de base, quoi. Donc voilà, je suis très prudent dans ce genre de conseils. Voilà, mais si ce n'est, c'est d'anticiper, de limiter les choses, et puis dans l'organisation de sa vie professionnelle, ne pas se laisser happer par le système, ne pas s'endetter de manière trop importante qui oblige pendant 25 ans à avoir un revenu important. Je pense qu'il y a quand même l'idée de devenir propriétaire, et je comprends tout à fait que tout le monde veut devenir propriétaire, et là c'est au choix de chacun de propriétaire où, s'endetter jusqu'où, avec quelle vie. Donc ça, c'est le libre choix de chacun, mais il y a quand même, dans certains cas, vouloir devenir propriétaire d'un bien en étant un peu trop ambitieux, donc on a un crédit un peu trop important à assurer sur une longue durée, donc vigilance à ce genre de choses, à éviter autant que faire se peut, à mon sens, parce qu'après on n'est pas esclave, n'exagérons rien, parce que l'esclavage c'est un vrai, je dis esclave d'une dette au sens bien sûr figuré, c'est rien à voir avec l'esclavage, le commerce triangulaire. Je voudrais pas que les gens se sentent offensés par cette expression. Anticiper, limiter ses besoins, s'imposer aussi dans son monde professionnel. On a le choix de dire non parfois au travail. De plus en plus aussi, les salariés revendiquent cet équilibre vie pro, vie perso, et je trouve que les patrons et les patronnes sont de plus en plus sensibles à cela. Je suis plutôt traversé des boîtes où ils essaient d'aménager une vie pro, vie perso. Il y a des entreprises à éviter à tout prix, et il y en a d'autres qui sont compréhensives. Donc lorsqu'on a un peu la chance de pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle on veut travailler, et dans une certaine mesure, surtout quand on est cadre, il faut quand même remettre les cadres ont généralement de la marge de manœuvre pour composer leur vie un petit peu comme ils l'entendent. Faut pas non plus, lorsque on parle de personnes qui ont des difficultés à boucler les fins de mois et tout, c'est d'autres catégories socio-professionnelles. Mais là je pense, parmi les cadres qui peuvent nous écouter, il me semble, à observer autour de moi et dans mon expérience personnelle, on a des arbitrages à notre disposition. Et en général, on est plutôt, on est une ressource plutôt demandée en général. Donc les entreprises nous convoitent. Donc les salariés ont tout. Non, il n'y a pas de raison à se laisser marcher sur les pieds. Et à nouveau, il y a des entreprises qui assurent cet équilibre vie pro, vie perso. Et je vois un mouvement, alors là pour le coup, cadre, pas cadre, ouvrier, industrie ou service, dans toutes sortes de secteurs d'activité et toutes sortes de catégories socio-professionnelles, commence à devenir la semaine de 4 jours. Alors l'idée fait son chemin, y compris niveau Europe. Donc je salue monsieur Pierre Laroutureau, député européen, président, il me semble, du parti Nouvelle Donne, qui porte ce sujet depuis des décennies. On lui riait un peu au nez jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et là c'est pris au sérieux. C'est une aspiration, il faut voir dans quelle mesure c'est possible, soit de maintenir le même niveau de revenu, soit ne pas trop diminuer son revenu et s'économiser un jour. 4 jours par semaine, ça commence à alors c'est presque un mi-temps déjà, un mi-temps, pardon, c'est pas un mi-temps, c'est presque un peu plus de la moitié des jours dans la semaine travaillés seulement, donc 3 jours sur 7 non travaillés, plus les congés, ça commence à faire même pas 1 jour sur 2 dans l'année travaillé, donc ça commence à être vraiment intéressant en termes d'équilibre, donc faut essayer de voir jusqu'où ça peut aller. C'est un peu dans le sens de l'histoire aussi, mais c'est le genre de choses aussi peut-être sur lesquelles les salariés peuvent se regrouper pour voir comment leur entreprise peut s'organiser autour de schémas de ce type. Et tu as évoqué effectivement que les choses bougent. Si tu avais un message à faire passer aux entreprises réfractaires, celles qui ont par exemple du mal à prendre en compte le congé paternité, à le favoriser, ce serait lequel, ce message ? Je ne connais pas toutes les entreprises. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à croiser celles qui sont déjà dans une démarche d'équilibre vie pro, vie perso. Mon message, il est assez banal. C'est si vous voulez favoriser l'engagement de vos salariés, donc c'est un terme qui est sur toutes les lèvres RH. Je pense qu'il n'y a pas une seule direction des ressources humaines qui ne s'interroge pas sur l'engagement des salariés en assurant leur bien-être. Donc, alors moi je suis travailleur indépendant, mais il y a d'autres cabinets de conseil avec lesquels je suis partenaire, qui sont tout à fait dans des aménagements, des vies parentales
pour que les mamans, notamment, restent, pour que les mamans puissent être promues, et je vois des progrès à cet égard. J'ai plutôt tendance à observer autour de moi, mais j'ai l'impression aussi dans la société des progrès par rapport au fait d'aménager les temps de travail ou être à l'écoute des salariés pour les mamans, et donc de fait les papas aussi. Enfin, les papas, ça a historiquement moins posé de problème quand même. D'abord, c'est quand même les mamans qui devaient faire des sacrifices et tout. Je vois plutôt des aménagements. Une fois qu'on en fait pour les mamans, pourquoi pas pour les papas, hein. Il n'y a pas de raison. Les deux doivent s'occuper des enfants. Enfin, il n'y a pas de raison. Si on veut suivre le modèle suédois. Bon, après, il y a les entreprises qui, juste de manière très assumée, non, vous travaillez chez nous, vous sacrifiez tout. Hein. Il y a pas de... ou les carrières, ou non. Du jour au lendemain, vous pouvez être appelé et vous partez 3 semaines en Chine, c'est comme ça. Voilà. Il y a des formats de carrière qui sont comme ça, et là, je pense qu'on est plus dans l'ordre du choix personnel, parce que... Alors, peut-être pas entièrement. Alors, il y a des entreprises juste complètement délirants, quoi. Hein. Donc là, on n'est pas obligé d'aller y travailler. Alors si c'est, je sais pas, une banque d'affaires ou un cabinet de conseil, où on va forcément travailler 80-100 heures par semaine. En général, en sortant de ses études, on y va en connaissance de cause. Si c'est pas le cas, au bout de 2-3 ans, on se rend compte quand même, voilà. Donc à tout moment, on a le choix d'en sortir normalement. Je veux dire, il n'y a pas, sauf à nouveau à s'être endetté, etc. Et donc on est obligé de gagner 200 000 par an, je sais pas. Bon, bref, il reste dans les rares entreprises qui offrent ce niveau de rémunération-là. Après, il y a des cas de patrons et patronnes qui ont des entreprises à gérer, et ça peut être très prenant. Alors là, j'ai pas de bonne solution, mais il y a des patrons qui arrivent à assurer un équilibre, et d'autres qui sont totalement sous l'eau. Voilà. Je ne suis pas assez expérimenté dans ce domaine pour donner de bons conseils, ou donner même un point de vue, pardon, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais des points de vue. Donc voilà, non, mais après pour, je sais pas, alors il y a les extrêmes, c'était d'autres cas d'entreprise, ouais, c'est celles qui aménagent le temps de travail, qui sont plutôt sensibles à l'écoute, même qui offrent des avantages, hein, type gymnase, abonnement à telle salle de gym, ou voilà, un comité d'entreprise, enfin tout ça, ça fait partie aussi de cet équilibre vie pro, vie perso. D'autres qui, voilà, c'est une usine à travailler 80 heures par semaine. Voilà, bon, on n'est pas obligé, c'est certains postes que certains sont prêts à prendre, mais à mon sens, on n'est pas obligé d'y aller. Voilà. Par rapport à ton expérience personnelle, toi qui es passé du salariat à la vie d'entrepreneur, tu dirais qu'il est plus facile d'équilibrer lorsqu'on est entrepreneur? Bon, c'est vraiment mon cas personnel où, à mon sens, oui, parce que je donnais l'exemple de les étés, je prends plus de vacances que lorsque j'étais salarié. Mais entrepreneur, voilà, je suis travailleur indépendant, je n'ai que moi et de temps en temps un stagiaire ou une stagiaire à payer, et c'est tout. Je veux dire, c'est plus facile que... entrepreneur, après, il y a vraiment lancer une start-up qui peut prendre beaucoup de temps, voilà, qui peut être... Mais à nouveau, il y a des start-upers où je vois, voilà, ils lèvent assez de fonds pour pouvoir embaucher assez de gens de manière à s'économiser du temps. Ils délèguent, voilà, et ça leur prend pas forcément plus de temps que ça. J'en rencontre de temps en temps, et voilà, ils se sont juste entourés. Ils limitent leur temps de travail, leur prétention salariale aussi. Voilà, ça peut marcher comme ça. Tout comme il y a des start-upers, ils sont totalement débordés, quoi. Et après, il y a évidemment les travailleurs indépendants qui doivent vraiment, vraiment lutter pour aller chercher des missions, des jours facturables. Voilà, ça leur prend du temps. Et donc ça peut être difficile, mine de rien. Voilà, le travail indépendant, c'est pas forcément tout rose non plus, en se disant voilà, je vais me payer tant la journée, ça va être super, il suffit que je fasse 10 jours facturables par mois ou 15 jours par mois et pas 20, et ça m'économisera beaucoup de temps. Ouais, ça peut ne pas se passer comme ça aussi. Alors là, c'est tout un chacun selon entre guillemets son carnet d'adresse, son métier, le type de prestation qu'il ou elle offre. Il y a des indépendants, ils vont avoir des types de prestations où ils sont placés 6 mois chez un client, 6 mois, non-stop. Ça leur suffit pour faire leur année, et ils ont 6 mois de libre. Bon, c'est un format. Moi, j'ai un format assez différent. J'ai un temps extrêmement éclaté. C'est des missions qui peuvent aller d'une demi-journée d'expertise à maximum 10-15 jours pour une mission. Donc, il me faut quand même... voilà. 10-15 missions dans l'année pour... voilà, il faut aller quand même... Et 10-15 clients différents.
hein, donc voilà. Donc c'est un temps assez émietté, assez éclaté, c'est un autre format, mais à la fin je m'en sors et j'ai quand même du temps pour faire un peu ce que je racontais aussi, des podcasts, des conférences, de l'enseignement qui n'est pas forcément toujours très rémunéré autant que le conseil, donc d'autres activités, et puis m'occuper des enfants. Mais voilà, il y a une variété de situations en tant qu'indépendant et je dirais vraiment attention aussi voilà, à ne pas voir la chose de manière trop idéaliste. Hmm. Quelle héroïne aurais-tu aimé être, Cyrus? Oui, Oui. une femme. Hein. Mhm. Oui. Une personnalité Oui, féminine moi qui j'ai beaucoup t'inspire. d'admiration pour Simone Veil. D'accord. J'ai récemment vu le film Simone. Je connaissais dans les grandes lignes son histoire, mais pas dans trop de détails. Et son parcours, oui, le film m'a absolument bouleversé. Il faut que tout le monde voit ce film, alors pour plein de raisons. Ne pas reproduire des erreurs, des horreurs comme le nazisme, donc le devoir de mémoire, évidemment. Et puis évidemment le courage admirable de cette femme. Je ne savais pas qu'elle s'était battue par exemple pour les conditions des détenus en prison. Je ne savais pas ce bout-là de son parcours, c'est le début de sa carrière. Donc pour que les prisonniers en France étaient traités de manière totalement abjecte, c'était pas du tout conforme aux droits de l'homme. Elle s'est battue pour des prisonniers, se battre pour des gens qui ont fait des choses mal, pour des criminels, etc. Elle s'est quand même battue pour... Voilà, je trouve qu'il faut beaucoup d'empathie et d'humanité pour ce genre de choses. Et puis évidemment son combat pour les droits des femmes, évidemment, ça a beaucoup ému. Elle mérite évidemment sa place au Panthéon, c'est sans aucun doute. De manière plus récente et un parcours plus scientifique, Madame Valérie Masson-Delmotte, une ancienne climatologue, paléoclimatologue, donc spécialiste des climats passés. Suivez-la sur LinkedIn, cherchez-la, c'est évidemment une femme extrêmement brillante, c'est pas de doute, qui quand même, scientifique de renommée internationale, qui fait rayonner la science française dans le monde, une des plus grandes spécialistes mondiales de son sujet, qui s'est hissée jusqu'à la place de coprésidente du groupe 1 du GIEC, donc le groupe de travail du GIEC spécialisé sur la physique fondamentale du climat. Il y a 3 groupes du GIEC, je ne rentre pas maintenant dans le détail. Elle a crevé des plafonds de verre, elle s'est hissée au sommet de la science mondiale, donc c'est pas rien. Et je pense que ça peut être un modèle, je le dis avec beaucoup d'émotion, pour beaucoup de filles qui auraient envie de suivre le même chemin. Voilà, les carrières scientifiques, les carrières techniques sont tout à fait ouvertes aussi à des femmes qui n'ont pas à s'auto-censurer. On voit encore trop peu de femmes dans le monde de l'ingénierie, dans certains domaines, notamment l'énergie. Le domaine énergétique, c'est encore de manière écrasante occupé par des hommes. Le domaine de l'hydrologie, moins, et le domaine de la climatologie, beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est même de la parité, voire l'hydrologie, une majorité de femmes. Donc tout ça est très... Donc il n'y a pas de... Je l'espère, pas ou plus de plafond de verre. Et les filles et les femmes peuvent être tout à fait inspirées. C'est fait pour elles aussi, ces parcours-là. Ayant travaillé 14 ans au ministère de l'écologie, je sais que c'est une figure vraiment emblématique des enjeux climatiques. Ouais. Merci en tout cas de faire le lien avec ce que tu portes toi dans le domaine de la transition écologique et sociale. D'ailleurs, elle a pris des positions fortes en tant que citoyenne aussi, parce qu'elle est un peu sortie de sa réserve scientifique récemment. C'est toujours difficile pour les scientifiques de devenir un peu militants, parce qu'on se dit, mais bon, il y a le processus scientifique qui est une chose, donc on produit des études, elles sont relues par des pairs et parues dans des revues scientifiques à comité de relecture, donc ça c'est un processus. Et donc il n'y a pas de militantisme là-dedans. Et puis, à côté, ça n'empêche pas de s'engager. Donc, le fameux mouvement Scientist Rebellion. Alors, Valérie Masson-Delmotte ne s'est pas engagée dans ce mouvement-là, mais elle a pris des positions fortes sur certains sujets, comme les bassines, il me semble, par exemple, où, on va dire, une sympathie ou voire un soutien exprimé pour les soulèvements de la Terre en tant que simple citoyenne. Donc, je salue cette grande dame pour cela. Voilà. Il y a de quoi s'émouvoir de la faible part des filles, des femmes dans l'univers professionnel scientifique. En tant que père, comment tu sensibiliserais ou comment tu sensibilises ta fille justement à ces enjeux-là ? Bon, je pense c'est en lui montrant des modèles.
Oui, effectivement, j'ai une petite fille, bon, elle est encore petite, mais oui, lui montrer, regarde, il y a cette grande hydrologue qui parle, cette grande climatologue, ça suffit, hein, je pense, pour... Enfin, elles feront le travail mieux que moi c'est juste montrer un peu que ça existe. Voilà, je pense l'encourager dans les mathématiques tout autant que dans les aspects, enfin, les matières plus littéraires. Donc le français, plus tard la philosophie, mais effectivement, je pense, je sais pas, je pense que j'ai cru comprendre, je suis pas du tout expert de ces sciences sociales là, mais que cela pouvait même se jouer assez jeune, où on étiquetait, on catégorisait les filles et les garçons dans certaines choses, voilà, dans certains rôles, dans certaines matières. Donc, faut essayer d'éviter ça et de les traiter de manière assez égale, non? Enfin, je sais pas, de dire, tous les deux, vous êtes fort, vous pouvez être fort en maths, tous les deux, vous pouvez plus tard devenir scientifique. Enfin, je le fais de manière assez intuitive, en fait. J'ai pas réfléchi plus que ça, mais il me semble que c'est la bonne chose à faire. Voilà. Cyrus, quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, on a fait un bon tour. C'est une interview très intéressante. On m'a jamais posé ces questions-là. Ça m'arrive de. Alors moi, j'interviewe des gens. Il m'arrive de passer dans d'autres podcasts, donc on a fait un sacré tour du sujet qui m'a fait un peu réfléchir aussi, reconsidérer des choses. Non, si les auditeurs veulent déjà me suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, ils sont les bienvenus. S'ils pensent que j'ai dit des bêtises ou commis des approximations qu'ils ou elles n'hésitent pas. Voilà, là, par exemple, sur l'éducation des filles dans les premières années, j'ai tergiversé. Je dis des choses plutôt de l'intuition. Donc, s'il y a des gens qui s'y connaissent davantage, qui ont des informations à apporter, des études, qu'ils ou elles n'hésitent pas, et toute remarque. Qui se sentent libres de me contacter et de poursuivre la discussion. Voilà. D'accord. Es-tu un papa heureux, Cyrus? Oui, globalement, il y a des moments difficiles, des disputes, des cris, les enfants qui sont durs à calmer, parfois qui se disputent. Heureusement, ça ne me prend pas trop de temps. Je pense que il faut aussi relativiser. Lorsque les enfants sont en bonne santé, n'ont pas de handicap, c'est quand même plus. Faut relativiser par rapport à des couples, des mamans, des papas qui doivent affronter des difficultés, qui font preuve de courage. Je suis allé voir récemment un spectacle d'un papa qui avait 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, puis un 3e ou 4e, une fille atteinte d'une trisomie très rare, donc pas 21, mais qui sans rentrer dans le détail, entraîne beaucoup de handicap. Dans son spectacle, il montrait déjà comment la foi chrétienne, je suis agnostique, mais qu'importe, chacun ses croyances, chacun ses convictions plutôt, comment la foi chrétienne a aidé son couple à surmonter cela. Et puis il mettait en fait un spectacle plutôt drôle en musique pour montrer, donc c'était un spectacle musical où il chante, il joue du piano, et c'est entrecoupé de chansons puis de témoignages de sa vie de papa, avec le sourire, et pour dire comment ça lui a donné de la force, cette expérience. Vraiment, une fois qu'on a écouté ce spectacle, dans mon cas, je me dis que je suis tenu d'être un papa heureux. Quand lui, il est... Voilà, je veux dire, ça remet les choses à sa place. Merci beaucoup, Cyrus, d'avoir partagé ton vécu, ton regard sur la parentalité, la carrière des femmes, la prise en compte de la parentalité par les entreprises. Et merci aussi d'avoir enrichi ton témoignage avec ton expertise dans le domaine de la transition écologique et sociale. C'est vrai que ça donne aussi de la hauteur et un autre regard sur le sujet de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, sur le sujet de la place et du rôle du père, de l'homme au sein de la société. Un très grand merci à toi. Avec plaisir. On a parlé de beaucoup de sujets, mine de rien. Non, c'est un grand plaisir. Ouais. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.